À Angkor, au Cambodge, une fabuleuse découverte, relayée par la presse internationale, a mis le monde de l'archéologie en émoi. Une technologie laser aérienne, le LIDAR, a permis à un archéologue français de révéler une cité médiévale sur les hauteurs qui dominent la plaine d'Angkor. Cette mystérieuse cité serait-elle Mahendra Parvata, l'une des premières capitales de l'Empire Khmer que l'on cherchait depuis longtemps? Quel rôle cette cité a-t-elle joué dans l'histoire d'Angkor, dont la civilisation fascine le monde? C'est l'enjeu de cette enquête archéologique menée par Jean-Baptiste Chevance au Phnom Kulen. Capitale de l'Empire Khmer qui a régné sur l'Asie du Sud-Est entre le 9e et le 15e siècle, Angkor, dont le nom signifie la ville, occupe une vaste plaine au nord-ouest du Cambodge, entre le grand lac Tonlé Sap et le plateau montagneux du Phnom Kulen. Depuis plus d'un siècle, c'est sur le site d'Angkor que les archéologues se sont illustrés, en sauvant de la ruine et de l'oubli ces merveilles du monde qui attirent les foules. Angkor Wat, le Phnom Bakheng, Preru, Takeo, Taprom, Bantesrey, le Bayonne et tant d'autres. Ces centaines de temples se dressent au-dessus d'une immense plaine fertile qui a fait la prospérité d'Angkor, grâce à la culture du riz, basée sur un système d'irrigation unique au monde. Leurs vestiges laissent imaginer la brillante civilisation qui s'est développée ici, à l'époque médiévale. À son apogée, Angkor était l'une des plus grandes cités au monde, avec une superficie de 400 km², soit 4 fois la surface du Paris actuel. Elle aurait compté près d'1 million d'habitants, 5 fois plus que Paris, qui était pourtant la cité la plus peuplée d'Europe au XIVe siècle. Mais que sait-on de la genèse d'Angkor? Les chercheurs s'interrogent toujours sur les origines de cette civilisation. Ils cherchent à comprendre où et comment elle a pris sa source. Tournant le dos à la plaine, un jeune archéologue, Jean-Baptiste Chevance, a choisi de s'installer au Phnom Kulen, un plateau montagneux situé à 50 km, dans l'espoir de découvrir une cité antérieure à la fondation d'Angkor. La plupart des temples que nous connaissons ont été bâtis entre le 9e et le 15e siècle. À la fin du 8e siècle, la plaine d'Angkor était un espace peu occupé, délimité au sud par le grand lac Tonlé Sap et au nord par le massif des Koulen, la montagne des Litchis, en Khmer. Face au tourbillon médiatique qui a suivi sa découverte d'une cité ancienne, Jean-Baptiste Chevance poursuit ses recherches sur ce plateau couvert de forêts qui surplombe la plaine. Tout reste à faire sur cette vaste étendue pour faire surgir de terre les vestiges de Mahendra Parvata. Guidé par les relevés aériens du LIDAR et ses propres intuitions, Jean-Baptiste poursuit sa quête inlassablement avec son équipe. Et l'autre qui doit être derrière le bourrelet. Alors, juste une question. On va faire passer la pelle. Cette aventure de longue haleine ressemble à un travail de fourmi, tant les traces sont fragiles et dispersées sur le Kulen. Un lieu pour lequel ce passionné du Cambodge a éprouvé un véritable coup de foudre lorsqu'il y est arrivé pour la première fois en 2000. La première chose qui m'a attiré ici, c'est ce côté forteresse inaccessible, cette grande barre rocheuse qu'on aperçoit de la plaine, avec la forêt qui la recouvre. Je pense que j'ai flashé dès que j'ai vu l'endroit.
C'est un peu le rêve de redécouvrir tous ces sites qui sont peu connus. Pour venir ici, c'était 4-5 heures, les ponts inexistants, c'était des troncs de cocotiers. Enfin, c'était vraiment le bout du monde avec des villages qui vivaient complètement en autarcie, qui n'avaient pas vu de population occidentale depuis bien longtemps. Un contact avec une famille qui s'est fait, qui s'est vraiment créé de manière assez intime et qui s'est développé sur plusieurs années. L'idée, c'était de venir s'implanter sur un de ces villages pour partager leur vie, leurs problèmes, essayer de les résoudre. Et puis j'avais l'impression effectivement de redécouvrir des sites qui étaient méconnus et dont il y avait tout à tirer encore. Remettant ses pas dans les traces des pionniers qui l'ont précédé, Jean-Baptiste décide de redécouvrir ces sites oubliés, ensevelis dans la forêt. Des vestiges qui pourraient nous éclairer sur les origines d'Angkor. Depuis 2004, installé dans le petit village d'An Lang Thom, il mûrit ce projet fou. Retrouver cette cité de Mahendra Parvata qui daterait du début du IXe siècle et serait donc antérieure à la fondation d'Angkor. Les archéologues sont persuadés qu'elle existe, mais personne ne l'a encore découverte. Et si c'était à lui, Jean-Baptiste, de la trouver? La guerre encore toute proche a laissé de profondes séquelles au Phnom Kulen. Les Khmers rouges ont laissé derrière eux des mines antipersonnelles et le danger y est constant. Sensibilisé par les accidents qui se produisent fréquemment dans les villages, Jean-Baptiste a fait venir une équipe de démineurs. Ils retirent du sol des roquettes non explosées semblables à celles-ci, cachées par la végétation. C'est une bombe de lance-roquettes à côté d'une termitière, juste à côté d'une maison. Enfin, on est en plein village. On va pas rester parce que l'engin est un peu dangereux et ils n'arrivent pas à voir s'il y a le détonateur. Donc ils nous ont demandé de partir, on va y aller. C'est en avril 1975 que les Khmers rouges s'emparent du pouvoir et instaurent un régime totalitaire radical sous la direction de Pol Pot. Ils transforment le pays en un gigantesque camp de travail et en moins de 4 ans provoquent la mort de 2 millions de Cambodgiens, un quart de la population. Chassés du pouvoir par l'armée vietnamienne, les Khmers rouges se replient dans des bastions naturels comme le Phnom Kulen jusqu'en 1996. Truffant la région de mines, ils en avaient fait une forteresse imprenable. Les Khmers rouges viennent donc seulement d'être délogés du Phnom Kulen lorsque Jean-Baptiste y arrive en 2000. Notre pionnier doit affronter une nature rendue hostile par l'histoire tourmentée du plateau. Après avoir sécurisé les villages, les démineurs s'occupent des sites archéologiques qu'il a décidé d'explorer. Chaque année, on a des opérations de déminage qui sont programmées et on leur désigne un certain nombre de sites. Et après, sur le site, il faut s'adapter et voir qu'est-ce qu'ils ont déminé et quelles sont les extensions qu'on peut faire en fonction de ce qui débroussaille, parce que c'est eux les premiers à intervenir. Donc c'est après leur travail qu'on perçoit mieux la topographie du site et qu'on peut dire, OK, 10 mètres par là, 15 mètres par là, pour avoir une surface qui correspond au site archéologique.
À partir de 2008, Jean-Baptiste peut enfin se lancer dans la redécouverte de ces sites abandonnés. Pour l'archéologue, le moment tant attendu est arrivé. Autour de lui s'est constituée une équipe de jeunes archéologues cambodgiens. Il veut aussi faire participer la population du Kulin à son projet. L'aide qu'il leur a apportée lui a valu l'estime des villageois. La promesse d'un salaire, inhabituel pour ces paysans à l'écart du monde, finit de les convaincre. L'arrivée de la saison sèche va lui permettre de démarrer son premier chantier. Ce matin, une mise en scène imprévue l'attend au temple d'Opahong. Un chaman, convoqué par les villageois, préside une cérémonie autour d'un autel improvisé, comme le veut la tradition, pour chasser les mauvais esprits et s'assurer la protection des génies du lieu avant de démarrer les travaux. Voilà son projet, béni des dieux. Cette fois, la fouille du temple d'Opahong peut démarrer. Les ouvriers commencent par dégager le sanctuaire de la végétation qui l'emprisonne. Des arbres aux racines profondes ont poussé sur ses parois et menacent de faire s'écrouler la tour en briques haute de 25 mètres. Jour après jour, il coupe, arrache et nettoie les abords du temple avec un véritable sentiment de fierté de participer à son sauvetage. Au fil des semaines, ce sanctuaire retrouve un second souffle. Un matin, en arrivant sur le chantier, une formidable surprise l'attend. À l'intérieur de la tour, les ouvriers sont en train de dégager des colonnettes enfouies dans le sol. Ornées de superbes motifs végétaux, sculptés dans le grès, elles se dressaient autrefois de part et d'autre de la porte du sanctuaire. Jean-Baptiste n'en revient pas d'avoir mis la main sur de telles pièces qu'il croyait perdues à jamais. Avec précaution, les ouvriers les déplacent à l'extérieur de la tour. Ces colonnettes vont partir rejoindre les collections du musée de Siem Reap dans la plaine. Jean-Baptiste est frappé par le raffinement de ces pièces exceptionnelles. Guidé par les villageois, il part à la recherche des sites oubliés du plateau. Un autre temple imposant, Tmadap, fait l'objet d'une grande campagne de fouilles. Sa tour en briques et ses décors sculptés, dont certains dans le grès, en font le plus beau des temples construits au Phnom Kulen au début du IXe siècle. Qui a bien pu édifier un sanctuaire aussi richement orné? Un haut dignitaire? Un brahmane? Un roi peut-être? Malheureusement, il a souffert.
et sa tour menace de s'effondrer. Jean-Baptiste commence par en faire consolider la structure. La présence sur ce massif d'un aussi grand nombre de temples l'intrigue. Pour sa campagne de 2010, Jean-Baptiste a choisi le temple le plus important du massif, le Rongchen. Cette fouille va lui apporter des réponses. Construit au sommet du Phnom Kulen, ce temple est fait de plusieurs terrasses superposées. La plus grande est un immense carré de 220 mètres de côté. Des dimensions impressionnantes, sans doute trop pour un simple sanctuaire. Pour Jean-Baptiste, aucun doute. Par sa forme pyramidale, le Rongchen s'apparente au temple-montagne de la plaine d'Angkor, construit par les souverains khmers pour honorer leurs dieux et se rapprocher d'eux. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La présence de ce temple imposant prouve qu'une grande cité a bien existé ici. Il reste maintenant à la localiser. Sur la carte, les principaux temples fouillés par Jean-Baptiste apparaissent étrangement alignés. C'est là que son aventure va basculer dans une nouvelle dimension grâce à une technologie de pointe, le lidar. En 2012, pour la première fois, des archéologues de plusieurs pays décident d'unir leurs moyens pour faire survoler la région d'Angkor par le lidar. Embarqué à bord d'un hélicoptère, ce système laser de mesure à distance permet de scanner les moindres différences du relief grâce à un faisceau lumineux envoyé au sol. Parti de l'aéroport de Siem Reap, situé à proximité du temple d'Angkor Wat, l'hélicoptère se dirige vers le Phnom Kulen où il survole une zone de 30 km² déterminée par Jean-Baptiste Chevance. À la différence du radar qui utilise des ondes radio, le lidar utilise la lumière. Traversant la canopée, le faisceau lumineux est renvoyé à l'opérateur. Il révèle, avec une précision jamais vue, ce qui affleure au sol et demeurait invisible en raison de l'épaisse couche végétale. Sur la carte d'état-major, le rectangle gris correspondant au passage du lidar n'a pas été choisi au hasard par Jean-Baptiste. Cette zone de 8 km sur 4 concentre les principaux vestiges qu'il a revisités, là où il situait le cœur de l'ancienne cité qu'il recherche. Les résultats vont bien au-delà de ses attentes. Donc on a un plan d'une ville dont on connaissait que les églises ici, si vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressort comme un schéma urbain complètement inédit et encore plus surprenant dans cette topographie qui n'est pas la topographie angkorienne plane de la plaine. Ici on est dans un relief relativement accidenté, mais ça ne les a pas empêchés de tracer des routes qui font 60 mètres de large sur 8 km est-ouest, nord-sud, en s'adaptant parfaitement à la topographie et en déviant les cours d'eau. Et tout ça, c'est des choses qu'on a vues avec le lidar. Avec en rouge toutes les structures inédites qui seraient la plupart des sites archéologiques nouveaux. Donc toute une myriade de nouveaux temples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maintenant 10. Mais ce qui est l'intérêt, c'est que ça relie tous les sites entre eux. On a le plan de la ville. Des temples distants de 8 km sont reliés par des grands axes routiers totalement rectilignes, orientés nord-sud, est-ouest. Et impossible à voir si tu ne sais pas qu'ils sont là, quoi. Absolument. Jimé me demandait est-ce que je peux l'aider à analyser les données lidar, parce que c'est des fichiers, on ne savait pas les ouvrir, on ne savait pas quel programme utiliser, on ne savait pas comment tout mettre en carte en fait. J'ai réussi à avoir des images, je voyais des temples qu'on connaissait déjà, il y avait des trucs un peu plus gros, il y avait des machins qui faisaient des kilomètres de long. Je me suis dit, bon, il y a peut-être des erreurs dans les données. J'ai vérifié, j'ai tourné dans tous les sens, et puis j'ai appelé JB, j'ai dit, écoute JB, je crois qu'on a un problème là, je crois qu'on a, on a quelque chose d'énorme, je pense qu'on a
Il y a des grands axes, il y a des zones inconnues, il y a des trucs gigantesques. Je pense qu'on a une ville. On ne s'est pas dit qu'il y avait une erreur, mais on s'est dit waouh, c'est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. On avait des points sur une carte qui correspondaient à des sites religieux. Là, on a, grâce à cette technologie, on a toutes les grandes avenues qui relient ces sites entre eux, d'autres sites inédits, d'autres temples inédits. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues avec le LIDAR. Sans le lidar, impossible d'imaginer dans la jungle qui recouvre le massif une cité digne d'une mégalopole avec ses routes, ses escaliers, ses digues, ses bassins. De nombreux sites inconnus sont apparus sur la carte. Vestiges de temples, de ponts, de canaux. C'est en allant sur le terrain que Jean-Baptiste et son cartographe espèrent les identifier. Chaque nouveau site donne lieu à une vérification à l'aide du GPS dans des recoins où la végétation a depuis longtemps repris ses droits. Il y a un truc un peu tu vois, noir, là, un peu taillé en angle droit. Tu vois, à 25 mètres là. On peut aller voir? Là. On y va. Peut-être par l'eau. Là, au niveau du sol, on voit qu'il y a des briques qui ressortent très clairement. Donc des briques en argile qui ont servi donc à construire un bâtiment, probablement un temple. Il y a effectivement une forme bien carrée. Il y a du grès. Mais c'est tout petit, hein, parce que là, on serait dans un angle. On serait 20 mètres de côté. Oui, à peu près, oui. On a un grand carré blanc. Et on voit bien que c'est carré, c'est pas du tout naturel. Difficile d'imaginer un sanctuaire à partir de ce petit tas de briques. Il s'agit sans doute des restes d'une plateforme servant de temple. Le lidar indique une route qui descendrait le flanc de la montagne ici. Donc à peu près où se trouvent les fougères, sur une largeur de 40 mètres. Je cherche des escaliers, des pierres, c'est ça qu'on cherche pour le moment. Cette route passe pile à l'endroit où la falaise est la moins abrupte. Voilà, c'est intéressant parce qu'ils connaissaient vraiment très bien la topographie pour implanter les sites de façon à ce que leur accès soit le plus aisé possible. Bon, on retourne sur la route. L'immense schéma urbain révélé par le lidar reste donc à défricher. Angoulême, avec la zone d'acquisition, 8 km sur 4. Pour Jean-Baptiste, le plan de cette cité présente bien les caractéristiques d'une capitale ayant comme centre religieux le Rongchen. Des structures linéaires, inédites. Ce temple montagne s'insère lui-même dans un schéma général qu'on a pu mettre en évidence avec le lidar, qui relie les temples principaux, celui-ci étant vraiment le seul temple montagne qu'on a sur le massif et qui serait l'un des prototypes de temple montagne qu'on aura par la suite à Angkor. Donc ça c'est important parce que c'est un prototype architectural qu'on retrouve et qui va perdurer jusqu'au Bayonne en passant par Angkor Wat. Alors évidemment ici on est dans quelque chose de beaucoup moins évolué. On n'a pas les galeries concentriques, on n'a pas les tours. Mais on a une des premières pyramides qui symbolise le centre religieux de la capitale. Malgré son état rustique et inachevé, le Rongchen est bien l'ancêtre des temples d'État, synonyme d'une capitale dont le Pré-Rup, construit un siècle et demi plus tard dans la plaine, est l'un des plus prestigieux exemples. Un nouveau défi attend maintenant Jean-Baptiste. Comprendre la trame de cette capitale. Il engage des sondages à grande échelle sur de nouveaux sites qui se rattachent au réseau urbain. Des axes de 60 mètres de large qui reliaient des temples distants d'une dizaine de kilomètres. Les grands axes routiers, les axes secondaires,
les temples inédits, donc beaucoup au nord de Rongchen. Une série d'élévations artificielles fait aussi l'objet de sondages. D'une pierre de peau, Les archéologues cherchent à comprendre à quoi correspondent ces tertres régulièrement espacés, nettement visibles sur la carte lidar. C'est une couche un peu noire aussi. Plus il avance dans ses recherches, et plus il prend conscience des dimensions impressionnantes de la cité. La mise en place d'un tel système implique une population importante et puis un pouvoir important qui permettent de diriger, d'organiser, de penser ce système urbain, qui relie les sites religieux entre eux, qui fixe la population, mais qui également qui témoigne d'une force, d'un pouvoir, donc d'un système social extrêmement organisé. Qui pouvait disposer d'un tel pouvoir sur les populations pour les soumettre à un projet aussi démesuré? Pour Jean-Baptiste, cela ne peut être que Jayawarman II, ce roi dont la présence au Phnom Kulen est mentionnée dans une inscription. À la conservation d'Angkor, dans la plaine, sont entreposés des milliers d'objets trouvés sur les chantiers de fouilles de la région. Leur étude apporte aux chercheurs des informations essentielles sur cette civilisation. Dans un bâtiment sont conservées des centaines de stèles qui racontent des événements liés au règne des souverains khmers. Chose surprenante, elles se réfèrent invariablement à ce même roi, Jayawarman II. L'épigraphiste Dominique Soutif, spécialiste du Khmer ancien, nous en donne la raison. Le site du Phnom Kulen permet de penser qu'il y a effectivement un souverain qui s'est installé là-haut, qui a fondé un certain nombre de sanctuaires, qui a établi sa capitale pendant un temps, et qui a réussi après à commencer à fédérer le royaume. Et c'est pour les Khmers comme pour les historiens, c'est effectivement à partir de ce règne-là que ça commence. Donc on se rattache à ce règne-là pour légitimer. Ça le place un petit peu comme un roi mythique, un roi fondateur. En fait, ce roi n'est connu que parce qu'on se rattache à lui pour légitimer une propriété, une fonction ou son accès au trône. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va nous expliquer que Jayavarman II est l'oncle maternel de la mère de Yashovarman, et que le père de Yashovarman est l'arrière-petit-fils de l'oncle maternel de la femme de Jayavarman II. Donc il s'agit d'un lien très ténu, mais justement ça qui est intéressant, c'est que bien que ce lien soit vraiment très limité, on tient absolument à l'exprimer pour légitimer le souverain. C'est grâce à une stèle semblable à celle-ci, et gravée en deux langues, le sanskrit, qui est la langue des dieux, et le khmer ancien, que l'on connaît un peu l'histoire de Jayawarman II. Fils de roi, ce jeune prince est un guerrier et un conquérant. Il a longuement bataillé et soumis plusieurs royaumes rivaux du Cambodge avant de s'emparer de la plaine d'Angkor. Il repart bientôt en guerre. En 802, il se rend au Phnom Kulen où il s'autoproclame souverain universel, en se prévalant d'être l'élu des dieux. C'est ainsi que ce souverain, désormais roi des rois, est devenu aux yeux de ses successeurs le véritable fondateur de l'Empire khmer. De plus en plus convaincu que la cité révélée par le lidar est celle de Jayawarman II, Jean-Baptiste et les autres archéologues cherchent de nouveaux vestiges qui viendraient confirmer son étendue. En ouvrant des tranchées dans la forêt, ils mettent au jour un site inédit qui semble s'apparenter à un réseau hydraulique complexe. Les ouvriers dégagent des gradins en latérite et un ensemble de réservoirs qui communiquent entre eux.
Avec Éric Liopis, un archéologue spécialiste de la région, Jean-Baptiste s'interroge. On voit bien qu'il y a en tout cas un bassin qui est du côté ouest. Et puis du côté est, ici, on va voir si on n'a pas un deuxième bassin qui pourrait être construit autour du Yoni. Voilà. C'est marrant parce qu'on voit dans la coupe là-bas le sédiment hydromorphe. Il marque bien le passage peut-être de l'ancien cours d'eau qui est un peu déjeté par rapport au nouveau centre que définit le Yoni. Et ils ont dû se mettre à cheval. Que ça passerait plus par là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une partie, si tu veux, qui est construite. Pourquoi les anciens Khmers ont-ils aménagé ces bassins? Leur maçonnerie en gros blocs de latérite en ferait-elle un prototype des bassins et des réservoirs construits plus tard dans la plaine d'Angkor pour remédier aux pénuries d'eau durant la saison sèche? Ce qui surprend beaucoup les archéologues, c'est l'absence de traces d'habitat sur ce site. Ouais. Et donc là, tu sais pas, gué, pont... C'est pareil, on est allé voir, on n'a rien vu de particulier, mais ce qui est évident, c'est qu'ils ont détourné la rivière. Mais au niveau de connexion, on n'a rien vu de trous de poteaux, de ponts, de trucs. Jean-Baptiste, familier de l'archéologie ankorienne, connaît bien ces trous de poteaux qui marquent l'emplacement des anciennes maisons. À la différence des temples et des bassins bâtis en dur, les maisons et les palais des rois étaient construits en bois, un matériau qui se décompose avec le temps. Ces trous de poteaux sont donc les seules traces laissées par les pilotis des maisons khmères. Construites et reconstruites sans fin depuis des millénaires, elles durent à peine le temps d'une vie. C'est pourquoi on ne retrouve aucun vestige, mais parfois seulement des traces. C'est dans les villages de pêcheurs qui bordent le grand lac Tonlé Sap que l'on trouve les maisons les plus spectaculaires. Littéralement perchées sur des pilotis de plus de 10 mètres, leur hauteur est calculée pour faire face à la montée des eaux durant la saison des pluies, en période de mousson. C'est au bord de ce lac immense et mystérieux que sont apparues les premières cités de la région d'Angkor. Bien avant la fondation de l'Empire qui allait régner sur la plus grande partie de l'Asie du Sud-Est entre le 9e et le 15e siècle. Du souverain au plus humble paysan, tous vénéraient ce lac nourricier, grand comme une mer. Ces crues, au moment de la mousson, fertilisaient la terre, permettant jusqu'à 4 récoltes de riz par an. Les populations voyaient comme un don du ciel les poissons et coquillages présents en abondance que rapportaient quotidiennement les pêcheurs établis sur ces rives. Une telle profusion ne pouvait être que la marque invisible des dieux qui régnaient sur Angkor. Dès lors, pourquoi celui qui est considéré comme le fondateur de cet empire, Jayawarman II, n'a-t-il pas fait comme ses successeurs, en s'installant dans ce pays de cocagne pour profiter des terres fertilisées par le lac? C'est ce qui intrigue Jean-Baptiste. Il décide d'enquêter dans la zone du lac avec l'aide de Christophe Potier, l'archéologue qui a longtemps fouillé dans la région. On est vraiment au bord du lac, Tonlé Sap, qui est par là. On est en saison sèche, donc il est assez loin. En saison des pluies, toute la zone ici est sous l'eau, sauf les terres qui restent émergées. Or, avant de se rendre au Phnom Kulen, Jayawarman II aurait fait un passage à Roluos, une ancienne capitale en bordure du lac. Sur ces terres inondées une partie de l'année, les indices sont rares et des siècles de travaux et de modifications ont fini d'effacer beaucoup d'éléments. Une tour intéresse particulièrement Jean-Baptiste en raison de sa ressemblance avec celle du Phnom Kulen.
Cette tour qui est encore excessivement bien conservée et qui a des côtés un peu primitifs, c'est assez proche des Coulaines. Donc on a considéré que ça pouvait être de cette époque qui précéderait le début angkorien au IXe siècle. Les chercheurs en sont réduits aux hypothèses. Et Jean-Baptiste se rend compte qu'il ne peut retirer aucune certitude concernant le passage ici de Jayawarman II. Christophe Pottier décide de l'emmener à Bakong, le temple montagne de Roluos, l'ancienne capitale, située à quelques kilomètres de là. Christophe a fait une découverte étonnante lors de ses fouilles sur ce temple d'État érigé à la fin du IXe siècle par un des successeurs de Jayawarman II. L'éboulement d'un mur en grès a révélé les vestiges d'un sanctuaire plus ancien datant de l'époque de Jayawarman II. C'est un mur caché, constitué de blocs de latérite très bien polis qui en a signalé la présence. Tu vois vraiment là, c'est super bien poli. Et à ces deux endroits-là, enfin avec une meilleure lumière, on le verrait. Et on voit en fait que ça, après, ça a été retapé. Voilà. Et là, on voit bien que ça a été surtaillé derrière. La datation a prouvé que ce temple correspondait à la période de Jayawarman II, mais rien ne dit qu'il en a été l'ordonnateur. Malgré quelques indices retrouvés à Roluos, ce voyage dans la plaine laisse Jean-Baptiste perplexe. Et l'énigme reste entière. Pourquoi ce souverain n'est-il pas resté ici, sur cette terre bénie des dieux ? C'est une décision quand même assez spectaculaire de décider d'aller installer une capitale sur une colline. C'est finalement que ça soit un bastion naturel, peut-être défensif aussi. Non mais c'est vrai, c'est notamment l'hypothèse de Claude Jacques qui effectivement place le passage de Jayawarman II en haut du Koulen comme étant en fait un genre de retrait dans une expansion quasi continuelle où il y aurait eu des revers et en fait grosso modo il serait monté se protéger au Koulen comme une sorte de petite retraite, etc. Et en tout cas là maintenant Jean-Baptiste cherche une autre explication à l'arrivée de Jayawarman II au Phnom Koulen. Et si c'était une raison secrète liée à la magie du lieu? Bon, déjà il y a le côté sacré, le fait que cette montagne soit beaucoup plus grande que les autres. Le fait que tu aies les rivières permanentes qui en proviennent. Son intuition pourrait s'avérer juste, encore une fois. Les Khmers ont en effet toujours considéré le Phnom Koulen comme une montagne sacrée. N'est-ce pas ce caractère divin qui a pu pousser Jayawarman II à s'y faire sacré souverain universel en l'an 802, pour mettre les dieux de son côté dans un moment délicat de sa conquête, tout en se protégeant des attaques à l'abri de cette forteresse naturelle? Pour Jean-Baptiste, il ne fait aucun doute que la dimension sacrée du Phnom Koulen a dû jouer un rôle déterminant dans le choix de Jayawarman II d'y implanter une capitale. Son caractère sacré ne s'est jamais démenti, même après la fin de Mahendra Parvata. Pendant des siècles, des ermitages aménagés dans des abris rupestres ont attiré les pèlerins. Partout, des statues et des rochers sculptés à l'effigie des dieux témoignent d'une intense ferveur religieuse. Les rois d'Angkor eux-mêmes venaient y prier leurs dieux. Cette dimension spirituelle partout visible trouve sa plus forte expression dans la rivière aux 1000 lingas. Avec sa forme de phallus stylisé, associée à la yoni, symbole féminin de taille rectangulaire, le linga incarne le dieu Shiva, qui est présent partout dans cette rivière. Dans sa quête, Jean-Baptiste a entrepris un relevé complet de ces figures géométriques gravées dans la roche. Avec Bruno Fabry, son topographe, il passe au crible le lit de la rivière pour tenter de percer le mystère de ces innombrables lingas. C'est la rivière principale qui alimente les douves d'Angkor, les grands barails, les grands réservoirs. C'est cette rivière qui prend sa source au Phnom Koulen. Évidemment pas exactement ici, il y a beaucoup plus d'affluents en amont.
Mais à partir de ce moment-là, elle est gravée, elle est sculptée et c'est ce qui donne le caractère sacré à l'eau, parce que l'eau devient chargée de pouvoir sacré en passant sur ces lingars sur plusieurs centaines de mètres. Avec ses rivières jamais à sec qui irriguent la plaine, le Phnom Kulen a toujours été le château d'eau d'Angkor. La capitale de l'Empire Khmer s'est développée grâce à un réseau hydraulique extrêmement sophistiqué, constitué de canaux, de douves, de bassins et de grands réservoirs. Plus de 1000 ans après, cette eau, source de vie, reste toujours aussi recherchée. Et ces lingas sacrés attirent toujours la ferveur des pèlerins. Dans l'esprit des Khmers, les hauteurs du Phnom Kulen les rapprochaient des dieux. L'une des rares inscriptions retrouvées sur le massif par l'ethnologue Jean Boulbet en 1968 confirme ce lien entre le linga et les rois d'Angkor. Donc, ce sont des inscriptions qui ont été découvertes en même temps que le site. C'est l'épigraphiste Claude Jacques qui s'est occupé de les transcrire et de les traduire. Et c'est, il me semble, ce groupe-là qui mentionne donc la visite d'un roi d'Angkor pour la consécration d'un linga en or qui devait se trouver sur un petit monument annexe au site. Pourquoi cette omniprésence de Shiva et Vishnu, les dieux tutélaires du Phnom Kulen? Pour éclairer ce point, Jean-Baptiste n'hésite pas à consulter l'épigraphiste Claude Jacques, grand spécialiste du sanskrit et de la civilisation angkorienne. Alors il y a énormément de choses comme ça, avec Vishnu couché, avec toujours de son nombril par un lotus, et il y a Brahma qui est là. Les Khmers ont adopté la religion indienne, hein, tant hindoue que bouddhiste. Pourquoi? On ne sait pas bien pourquoi. Hein. Enfin, on voit à peu près les débuts. Hein, c'est à peu près au début de notre ère, probablement un peu après. Ils ont dû considérer que Shiva était un protecteur meilleur, plus grand que leurs petits dieux locaux. Le nom de Mahendra Parvata signifie littéralement « la montagne du grand Indra », un autre nom attribué à Shiva. Jean-Baptiste ne désespère pas de retrouver un linga de cette époque sur les sites révélés par le lidar. En retournant sur son chantier, Jean-Baptiste est arrêté par la pluie. Avec l'arrivée de la mousson, la brève saison des fouilles va bientôt prendre fin. Il reste peu de temps aux archéologues pour comprendre le rôle de ces bassins dans la trame de l'ancienne cité. Comme chaque année, il faudra tout remblayer pour que les pluies torrentielles ne détruisent pas ces précieux vestiges. Ce matin-là, Jean-Baptiste est réveillé par une nouvelle inattendue. Des villageois ont fait une découverte exceptionnelle dans la forêt. Sans tarder, il se rend sur les lieux avec son équipe. Après une marche d'approche, ils arrivent devant les vestiges d'un temple entièrement détruit, repéré au cours de leur précédente prospection. Mais à quelques mètres de là, une pièce de choix les attend. Cette sculpture était invisible auparavant. Les pluies de la veille l'ont fait apparaître. Pour l'archéologue,
La découverte de ce linga géant est une merveilleuse confirmation. Un jalon supplémentaire dans sa quête de Mahendra Parvata. C'est une pièce assez exceptionnelle, il n'y en a pas beaucoup des complètes comme ça. C'est probablement associé au temple qui est à 10 mètres là, donc, et c'est un des temples qui s'insère dans la trame de la capitale de Jayavarman II, donc début 9e on va dire. Début 9e. Et c'est assez typique des temples du Phnom Kulen d'avoir des lingas comme ça. Que faisait-il à l'écart du temple qu'il ornait autrefois, dédié à Shiva? Jean-Baptiste pense à des pillards qu'il l'aurait enseveli ici en attendant de venir le rechercher. Depuis qu'il fouille la région, c'est la première fois qu'il découvre un linga de cette taille et dont le poids approche les 300 kilos. Pour les ouvriers qui ont participé au sauvetage du linga, c'est un honneur qu'ils partagent avec Jean-Baptiste. Quant au vacher qui le transporte au village, c'est comme s'il transportait une relique sainte. Jean-Baptiste est rassuré. Le linga dort maintenant à l'abri des pillards. Dans cette région repliée sur elle-même pendant si longtemps, les pilleurs de temples s'en sont donnés à cœur joie. Au temple de l'éléphant agenouillé, Jean-Baptiste n'a pu que constater les dégâts. Des sculptures ont été arrachées et ont disparu. Certes, il a pu sauver les colonnettes brisées, abandonnées à l'intérieur. Mais le superbe linteau qui surmontait la porte du temple n'a pas eu la même chance. Les pillards l'ont saccagé. On voit les marques de ciseaux. Clac, clac, clac. Les burins, ils ont fait ça au burin. Et on les voit aussi également là. Là, c'est pas le même outil, mais voilà. Si un jour ça ressort sur le marché de l'art, on pourra les identifier. Voilà, les deux pattes arrière, l'arrière-train, le ventre. Et la queue qui s'enroule dans les rinceaux végétaux. Il faudra regarder la photo de 1936 pour identifier le motif central. Et puis tout ça s'organise autour d'un gros rinceau. Lors de la toute première expédition au Phnom Kulen en 1936, dirigée par l'historien d'art Philippe Stern, les plus beaux linteaux avaient été déposés pour être mis à l'abri. Le conservateur en chef du musée Guimet, Pierre Baptiste, nous raconte cet épisode. Pendant les 5 semaines que dure sa mission, avril-mai 1936, Philippe Stern, en homme pragmatique, demande à ce que l'on dégage uniquement l'entrée des temples. Il faut faire vite. À l'époque, on dégage donc ces linteaux et 2 seulement de ces linteaux vont être protégés. L'un va être envoyé au Musée national de Phnom Penh, le deuxième rejoint Paris, et puis les autres, on les laisse sur le Phnom Kulen. Et aujourd'hui, hélas, on ne voit plus que les vestiges des monuments de briques. Le reste, les linteaux ont été, pour la plupart, pillés, découpés en morceaux, tronçonnés, et on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Parce qu'en fait, les pillards, connaissant mal les caractéristiques techniques de la sculpture sur pierre, en général ont eu tendance à détruire ce qu'ils essayaient de voler. Lors de cette même expédition de 1936, c'est dans une grotte que Philippe Stern fait une autre fabuleuse découverte. Une grande statue du dieu Vishnu, celui qui préserve l'harmonie du monde dans la religion hindouiste. Il voit cette sculpture presque à moitié enfouie dans le sable. Il n'en découvre que la partie
supérieur. Et puis, coup de théâtre, il demande aux ouvriers qui sont avec lui de dégager un peu le sable pour mieux comprendre cette statue. Et au moment où on retire le sable dans lequel elle était enfouie, on s'aperçoit que le costume n'a rien à voir avec ce que l'on connaissait à l'époque pré-ancorienne. Et ce type de plissé très particulier, normalement, on ne le rencontrait qu'à l'époque ancorienne. Et donc là, pour Philippe Stern, c'est une véritable illumination, puisque tout à coup, sur une seule sculpture, sur la même œuvre, on trouve le passage de l'époque pré-ancorienne à l'époque ancorienne. Cette statue du IXe siècle résume bien l'importance du roi Jayawarman II dans la jeunesse d'Angkor. Son règne apparaît comme un moment clé pour comprendre le passage d'une époque de petits royaumes morcelés à l'ère d'un empire unifié qui va régner sur l'Asie du Sud-Est durant près de 700 ans. Pour Jean-Baptiste, chaque fouille apporte son lot de révélations sur cette cité oubliée. Après les temples, les grands axes, les digues et les bassins, les ouvriers mettent au jour d'énormes quantités de tuiles provenant de toitures effondrées. Ils dégagent aussi d'importants vestiges en latérite, murs d'enceinte, escaliers, plateformes, qui viennent compléter la trame de son réseau urbain. Pour appréhender cette capitale, Jean-Baptiste a su interpréter les riches informations du lidar. Au terme de ces campagnes, il commence à en avoir une vue d'ensemble. Pour construire Mahendra Parvata, il aura fallu déboiser le massif, détourner des cours d'eau, aménager des digues, transporter d'énormes quantités de matériaux en s'appuyant sur une main-d'œuvre abondante. Un projet colossal, précurseur des futures capitales qui vont s'épanouir à Angkor. Cette première vision obtenue grâce au lidar sur 30 km² sera bientôt suivie d'une nouvelle campagne à l'échelle du Phnom Kulen, soit 900 km². Permettra-t-elle de découvrir les limites de cette gigantesque cité, de mieux cerner son histoire? La tâche est immense, mais c'est le projet d'une vie.